Souvenir d'adolescence, le Golgotha. Je n'ai eu mon premier contact avec le Quimbois de Martinique qu'au cours des vacances de Pâques 1925, plus précisément le mercredi suivant le dimanche des Pâques. J'achevais ma 15e année, c'était au Diamant. Certes, pendant toute ma scolarité primaire à Saint-Joseph, mes camarades du bourg et des campagnes s'étaient fait un devoir d'éclairer le fils d'enseignant que j'étais sur les pratiques occultes du Quimbois dont ils prétendaient avoir connaissance par on dit naturellement, d'autant que mon éducation me portait plutôt à l'incrédulité, ce qui les froissait tant soit peu. C'est ainsi que je fus mis au courant, sous le sceau du secret, des avatars de Manzé Honorine, une vieille demoiselle plutôt lourde qui fabriquait des cierges d'enterrement pour la paroisse de l'abbé Jourdan, dont elle avait été longtemps la sacristine, aussi longtemps en tout cas que ses jambes lui avaient permis de vaquer au ménage de l'église. Mademoiselle Honorine passait aux yeux de bien des gens, en dépit de son impotence, pour avoir le pouvoir de se dépouiller de sa peau, qu'elle suspendait derrière sa porte, pour se transformer certaines nuits en chauve-souris et s'attaquer à certaines personnes. Une nuit bien sombre de nouvelle lune, un dégageur, ayant réussi à pénétrer au domicile de cette brave Honorine, avait enduit l'intérieur de sa peau de sel, de citron et de piment, ce qui avait valu à la malheureuse de souffrir d'atroces démangeaisons assorties d'une éruption sur tout le corps. Tout le monde savait que c'était un nommé Belvent, qu'un boiseur de rosières de son état, qui avait puni la chère ouaille de l'abbé Jourdan pour un méfait dont on ignorait tout. Toutefois, le docteur Deslandes avait diagnostiqué une crise d'eczéma, traitée avec succès, mais personne ne croyait à cette fable. On disait aussi dans notre groupe de jeunes pandards que Fifi, une épicière du Haut-Bourg, était la victime d'un ravoyer, qui lui pillait sa caisse sans se soucier du fait que la filleule de cette dame, une jeunesse de 16 ans, dépensait sans compter en colifichets et bonbons sans qu'on sût d'où provenait l'argent. Il est vrai que la jeune fille inscrite aux enfants de Marie était de ce fait insoupçonnable et insoupçonnée de la moindre malhonnêteté. On se répétait de bouche à oreille qu'un garçon de 15 ans, fils d'une commerçante et d'un boucher, était victime d'une drive, qui était à l'origine de fugues plus ou moins longues, parce qu'on lui avait choisi comme parrain un libre penseur qui ne croyait donc pas en Dieu, mais qu'il avait cependant tenu sur les fonds baptismaux. Cet adolescent était cependant connu pour être atteint du haut mal. Il tombait, écumait, avait un bras qui s'agitait en tremblant, aussi bien à l'église, l'école ou en cours de jeu, et s'oubliait sous lui. C'était un épileptique patent. Le diagnostic avait été porté lors d'un séjour à l'hôpital civil de Fort-de-France où il avait été soigné. Le corps médical avait mis en garde la famille contre les fugues qui étaient et sont toujours une des manifestations de l'épilepsie. Des médicaments avaient été prescrits, surtout en dehors des crises, mais on n'y attachait qu'une importance toute relative. On savait ce qu'on savait, et une drive était une punition du ciel par le fait du malin. On disait encore que la vieille Isidée Fofo avait été précipitée un dimanche soir très pluvieux et orageux dans une fondrière où elle s'était rompu les os parce qu'elle n'avait pas pu ou voulu remettre à son maître Belzébuth l'hostie consacrée qu'elle était censée avoir volée à son intention à la grande messe de ce dimanche-là. Elle avait l'habitude, connue de tous, de ce genre de soustraction au tabernacle selon une technique bien élaborée mais inconnue comme il se doit. Monsieur le curé avait, paraît-il, été prévenu de ce geste profanateur. Si la vieille dame avait le physique d'une sorcière, on oubliait volontiers ses habitudes d'intempérance favorisées par tous dans le but d'en être amusé, de même que l'orage qu'elle avait dû affronter pratiquement de nuit pour regagner son domicile au placé à Séaille. La version d'un faux pas ou d'une glissade en cours d'ivresse qu'avait donné à ma mère le brigadier de gendarmerie responsable de l'enquête ouverte n'avait effleuré l'esprit de personne, car on savait bien que les Blancs-France, gendarmes ou curés, ne savaient rien de ces choses pays, et l'on avait fait des neuvaines plus ou moins ouvertes, tant au bourg qu'à la campagne pour protéger l'abbé Jourdan, qui avait dit la messe d'enterrement et béni le corps de la vieille diablesse, sous prétexte que celle-ci s'était confessée et avait communié le matin de son décès. Mais s'il fallait compter toutes les histoires qui circulaient dans notre monde restreint d'enfants de cœur, quand nous attendions le moment de sonner l'angélus du soir sous l'abri des cloches de la cathédrale inachevée de Saint-Joseph, en l'absence du sonneur, il y aurait beaucoup trop à écrire pour venir à bout des 1000 ans, cancans, en libre circulation. Aussi revenons-en à ce premier contact effectif avec le Quimbois. Mon père était alors juge de paix du canton du Diamant, tandis que ma mère dirigeait l'école des filles du Lamentin et que moi-même j'étais pensionnaire à Fort-de-France chez une tante, Madame Saint-Forien, dont le mari possédait un des 3 ateliers de photographie de la ville. L'auteur de mes jours ayant estimé que j'avais des faiblesses en français et plus particulièrement en orthographe, je fus invité à l'accompagner dans son fief dans le seul but de m'administrer quelques dictées de son cru, en toute tranquillité, pour me familiariser avec la belle élocution et le bien parler et écrire. C'était fort louable, mais je n'étais pas tout à fait d'accord pour des leçons de belle langue, pendant des vacances aussi courtes. La rade serait trop belle, la mer trop calme et le ciel trop bleu,
le rocher trop mystérieux, et tout cela risquait de ne pas faire bon ménage avec l'accord des participes et l'emploi des subjonctifs. Je ne pouvais me dérober à l'invitation paternelle sans risque de représailles. Il me fallait le suivre, et je fis contre mauvaise fortune bon cœur. Du Lamentin, pour gagner le diamant à cette époque-là, il nous fallait emprunter dès le mardi le yacht Saléron, une sorte de pétrolette qui traînait une gabarre jusqu'à Fort-de-France en 1 heure 3 quarts, en descendant le canal du Lamentin entre les deux murs insondables de la mangrove. Il fallait ensuite traverser le coé du Lamentin de l'embouchure du canal jusqu'à la pointe des Sables, doubler cette pointe avant de pénétrer dans le havre du carénage. Ce trajet mi-fluvial, mi-marin ne manquait pas de pittoresque. En avant du moteur à pétrole, kérosène, il avait été installé quelques bancs de bois où s'installaient les passagers de première classe. Des commerçants, des fonctionnaires et des agents de service administratif de toute discipline, des gens graves, sérieux, des deux sexes, qui échangeaient des nouvelles à voix contrôlée portant sur la famille ou les affaires. Ce petit monde socialisé était protégé des éléments, soleil, pluie ou brise, par un toit plat, tandis que les petites gens, marchandes de fruits et légumes en grande majorité, occupaient la gabarre sur des sièges de fortune et n'étaient protégés des intempéries que par un toit rudimentaire de chaume de canne. Là, les plaisanteries, les cancanages, les milans avaient libre cours en patois créole, un patois très imagé émaillé de rires triomphants, d'exclamations sonores et d'interpellations bruyantes. Les colibets fusaient, des injures familières aussi. Les robes de cotonnade fleuries des femmes et des filles à jambes nues donnaient au voyage une allure de kermesse qui n'était pas pour me déplaire. Il y avait une joie de vivre bruyante et colorée qui tonifiait les plus dépressifs et se poursuivait jusqu'au carénage et même après sur le chemin du grand marché. On se restaurait aussi dans la gabarre. Salade concombre au piment vert, féroce à la morue grillée ou à ransort, morue frite en sandwich, etc., etc. Ces petits déjeuners hautement locaux chatouillaient agréablement les narines, même après l'arrivée de ce train d'eau. J'ai toujours regretté de ne pouvoir me mêler à cette liesse qui me faisait envie, en dépit de la sévérité de mon éducation. L'arrivée de la pétrolette, entre 7h40 et 7h50, mettait toujours de l'animation dans le vieux port du carénage. On s'éparpillait dans le plus grand désordre. Les marchandes ceintes de leur madras, le panier ou le treil posé sur une torche en équilibre sur la tête, s'en allaient en direction du centre-ville vers le grand marché, ou s'égayaient dans les rues en criant leurs marchandises. Les foyalais, eux, venaient au yacht au-devant d'amis ou de parents, et ce va-et-vient avait pour conséquence un joyeux désordre. Une fois atteint le terre-plein qui prolongeait le vieux ponton d'arrivée, mon père et moi nous nous dirigions vers la bibliothèque Schœlcher en suivant l'allée des tamariniers qui ombrageait le circuit est de la savane. Le terrain B, terrain d'entraînement, était ce mardi-là occupé par les footballeurs aux pieds nus qui disputaient un match très informel dont je ne perdais rien en marchant. J'en étais jaloux, toujours dans la perspective des séances de dictée. Nous nous rendions, bagages légers en main, chez nos parents les Symphoriens, qui habitaient une belle maison d'angle voisine du grand hôtel Ivanès, dont le kiosque apéritif occupait le coin nord-est de la savane. Nous étions attendus, et les embrassades et nouvelles échangées, après toilette faite, nous étions dans la grande ville, n'est-ce pas, foyale, comme disait mon père, pour accomplir les rites, nous nous dirigeâmes vers le front de mer pour embrasser mon parrain, mon oncle Charles, frère unique de mon père, commerçant au bord de mer où la mer des Antilles chantait encore sur des galets de toute taille. Il s'agissait pour mon père d'obtenir de son frère un fût d'eau douce, d'eau potable qui devait voyager avec nous le lendemain sur le SS Gouverneur Moutet. Il n'y avait guère d'autre moyen de boire une eau consommable au diamant, quelques pluies plus ou moins saumâtres, quelques réserves d'eau de pluie individuelles plus ou moins asséchées en carême, et une citerne municipale alimentée par le toit de l'église résumaient tout le potentiel hydrique du chef-lieu du canton, et l'on disait volontiers qu'après le punch, on vous offrait plus facilement un verre de rhum sec qu'un verre d'eau, et ce n'était pas tellement exagéré. Les frères ayant affaire, l'un au palais de justice, l'autre à une réunion de commerçants, je fus invité à me rendre à pied à la villa de mon oncle et parrain, 6 à 200 mètres du pont de Chêne sur la route de Balata, un déplacement de 2 kilomètres environ. Il ne déplaisait pas aux lycéens que j'étais d'effectuer seul cette marche, d'autant que la proximité du lycée, 50 mètres de la maison Symphorien, ne me permettait pas de dégourdir les jambes en dehors des jeux. Mon itinéraire était tout tracé. Remonter le front de mer, emprunter la rue François Arago à proximité du grand marché qui débordait largement ses limites comme aujourd'hui, suivre le vieux chemin en commençant par longer le cimetière des riches, continuer sur ma lancée en affrontant le chemin plus ou moins mal tenu et qu'il fallait parcourir en sautant de pierre en pierre par-dessus les flaques d'eau boueuses jusqu'à la route de Balata relativement praticable parce qu'empierrée. Route qui passait 500 mètres plus loin par le pont de Chêne. De là, je n'étais plus loin que de 300 mètres avant d'arriver à destination. Mon parrain m'avait donné 10 sous pour faire la route, et cela représentait pas mal de gâteaux madère, de nougat pistache, dont j'étais friand.
tout en permettant que je fasse l'acquisition de quelques douceurs pour mes cousines. Les frères devaient rejoindre le pont de Chêne pour déjeuner. De ce fait, il me restait au moins 2 heures à passer avec tante Sia, ses filles et leur ami Yang Ting, Baudin, etc. Il faisait beau. Jusque-là, tout allait bien, en tout cas pour le mieux, sauf peut-être que me sentir entouré par une bonne douzaine de filles de 14 à 18 ans me troublait. Naturellement, j'avais une préférence et j'aurais aimé être en mesure d'éviter les autres pour lui faire un brin de cour du type romantique, mais je savais qu'il faudrait un miracle pour satisfaire mon désir. Les pestes avaient l'œil et se faisaient un devoir de créer des embouteillages autour de l'élu. En fait, si je ne fus pas mécontent de ma journée, je ne fus pas moins heureux de jouir de la tranquillité de la savane lors de la promenade vespérale du couple symphorien en compagnie de mon père. Je réussis même à consacrer une vingtaine de minutes à mes camarades sous le kiosque à musique délaissé de la promenade citadine. En somme, une agréable journée dans l'ensemble qui ne laissait en rien présager la turbulence du jour suivant. Ce mercredi-là, qui avait suivi le jour de Pâques, dès 5h50, mon père et moi nous trouvions sur la passerelle du Moutet à côté du capitaine Loca qui devait nous conduire au Anse d'Arlet et nous débarquer au Diamant avant de poursuivre vers Sainte-Luce, Sainte-Anne et stopper au Marin. C'était la ligne régulière du Sud, aller les lundis, mercredis, vendredis, retour vers Fort-de-France mardi, jeudi, samedi. De la passerelle de commandement où j'avais eu la faveur d'être admis à titre exceptionnel, la rade de Fort-de-France s'étalait devant moi. La mer émeraude était d'huile, les premières lueurs du jour semblaient aviver son éclat à l'est, et côté terre, les premiers rayons du soleil caressaient de légers cumulus qui encapuchonnaient les crêtes du morne Pitot. Vers le nord, les pitons du Carbet s'exprimaient majestueusement tandis que vers le sud, la montagne du Vauclin et le morne Constant rosissaient pudiquement. Ce lever du soleil était féerique et de bon augure, et à 6 heures précises le Moutet s'élançait vers le cap Salomon. Dans le coé du Lamentin, le gros îlet, l'îlet Mandoline se matérialisait suivi par l'îlet Aramier. Entre les deux, le clocher des trois îlets brillait. Les nappes de sable blanc de l'anse Mitan, de l'anse Alane défilèrent. L'anse noire paraissait honteuse de la grisaille de son sable. Le soleil se dégageant enfin du gros morne devait métamorphoser encore le paysage comme sous l'effet d'un coup de baguette magique. J'étais aux anges et j'engloutissais sans vergogne les transformations du paysage, les gobant de mes yeux dans une sorte d'état second. C'est alors que je perçus comme en rêve la voix de mon père qui disait: C'est beau, n'est-ce pas, fiston? Je ne crois pas lui avoir répondu, mais, quand je sentis sa main sur mon épaule gauche, je tournai la tête vers lui et lui souris. Quand nous eûmes doublé le cap Salomon, les anses d'Arlet nous apparurent. La grande anse d'abord et sa plage de sable immaculée sur le fond vert bouteille des résignés qui la gardaient de toute profanation humaine à cette époque-là. Quelques cocotiers lui faisaient un second plan agité, sauf vers son milieu où un magnifique bouquet de ces stipes palmés semblait avancer dans l'eau pour nous saluer. La pointe Lagarde, précédant la pointe Burgos, défilèrent devant nous au garde à vous, et ce n'est qu'après avoir doublé la dernière que la commune des Anses d'Arlet se montra. En 1925, Anse d'Arlet était un véritable petit port d'échange. Il y avait un ponton de bois accostable par le Moutet où l'on pouvait charger et décharger des marchandises. Ce ponton aboutissait à une petite esplanade qui tenait lieu de marché en plein air car il n'y pleuvait que très rarement, et presque pas du tout en période de carême. Son église blanche, au clocher pointu, au toit de tuiles rouges, bordait à l'est le dit marché, qui était grouillant à chaque arrivée ou départ du bateau. L'arrière-pays lui faisait un fond vert clair qui fonçait vers les hauteurs. L'escale durait à peu près 1 heure et mon père en profita pour me faire visiter la ville miniature qui avait été son premier poste et avait vu éclore ses sentiments pour ma mère. Il y était très connu, et d'autant plus que cette ville faisait partie de sa juridiction. Le capitaine Loca nous rappela à bord d'un impérieux coup de sirène, et à peine un quart d'heure plus tard, nous nous trouvâmes en face de la petite anse d'Arlet. La plage volcanique n'avait pas un aspect très engageant, et le pittoresque venait du train des gommiers que nous traînions après nous en remorque et qui se détachaient un par un pour gagner le village de pêcheurs où ils étaient accueillis par une population joyeuse et turbulente. Le village était pratiquement enfoui sous les tamariniers, les oliviers bord de mer et les lauriers roses. Soudain, notre navire se mit à tanguer. Nous avions doublé la pointe Diamant et nous dirigions vers la passe du rocher qui devait nous amener à la rade du Diamant. Faire passer un bateau du tonnage du Moutet entre un rocher de 150 mètres de haut et d'une circonférence de 350 mètres environ et un volcan éteint, le morne Larcher, était très loin d'être impossible. La passe des Fous était large de près de 2 kilomètres et très profonde à en juger par la couleur bleue outre-mer des eaux. Mais elle n'était pas moins d'une turbulence désagréable. Le Moutet tanguait et roulait.
Je n'ai pas été incommodé, mais c'était tout juste. Aussi portai-je mon attention sur les travaux d'aménagement, vieux de plus d'un siècle, qu'avaient réalisés les Anglais pour rendre habitable, sur le mode troglodyte, le HMS Diamond. Grottes, piscines, batteries. Du côté terre, c'est la masse écrasante du morne Larcher qui m'impressionnait. La traversée de cette espèce de chenal dura près de 20 minutes et je fus désorienté par l'aspect de cette plage de 4 kilomètres qui avait été détruite l'année précédente par un raz-de-marée terrifiant. Des rangées de cocotiers qui fixaient le sable de la plage, il ne restait plus qu'une mince bordure de palmes échevelées. La mer avait gagné 60 à 80 mètres sur la terre de Lanstafar à la pointe du sémaphore. Le capitaine Loca, se méfiant des troncs arrachés qui pouvaient flotter entre deux eaux, avait stoppé ses machines pratiquement en face de l'église à plusieurs centaines de mètres de la lame battante. Dans ces conditions, le débarquement des gens et des marchandises était assez scabreux. En fait, c'était un patron pêcheur, M. Darvois, propriétaire d'un très grand canot profilé en gommier, que revenaient les soins du débarquement. Il était aidé par 4 matelots solides et aguerris. La technique était la suivante. Abordage du vapeur par le côté sous le vent, au pied d'une échelle de coupée flottante qui s'élevait ou s'abaissait au gré de la houle. Le passager descendait cette échelle en s'accrochant à des cordes. Arrivé au dernier échelon, il fallait se laisser cueillir par les bras robustes et entraînés du patron, au commandement de lâcher tout. Mon père m'avait précédé dans la manœuvre pour me donner confiance. Tout se passa le mieux du monde, et comme d'habitude, avait précisé le capitaine Loca, il n'avait pas fallu plus d'un quart d'heure pour décharger gens et marchandises. La prise de terre se faisait à bras d'homme également, et je me suis demandé ce qu'il fallait admirer le plus, la force ou l'adresse de cette équipe de solides marins-pêcheurs qui pouvaient attraper au vol, si on peut dire, 60 à 90 kg sur terrain mouvant, sans incident ou accident. Pour ce qui est de nos 220 litres d'eau potable en barrique, celle-ci fut purement et simplement jetée à l'eau pour être prise en charge par une demi-douzaine de jeunes qui, en roulant le tonneau dans la mer, réussirent à l'amener sur le rivage d'où il devait être emmené à la pension de mon père à l'aide d'une charrette de fortune tirée par les gamins commandés par un nommé Tibandé qui semblait être le factorum de monsieur le juge. En remontant sur 4 ou 500 mètres ce qui restait de grève en direction de l'est, nous arrivâmes en compagnie de monsieur Romain Larcher, le greffier de mon père, au domicile de la vivandière de ce dernier. C'était une maison basse, typiquement coloniale, flanquée d'une cuisine et d'un puits. C'est là que nous prîmes le vermouth de bienvenue et que mon père s'enquit des événements du canton qu'il avait quitté le jeudi précédent. Romain Larcher et madame Sonnel étaient très dévoués à monsieur le juge, et pendant que le trio bavardait, je m'intéressais aux poulets, poussins, chiots et chiennes qui partageaient et défendaient cette basse-cour pépiante et aboyante, limitée sur 3 côtés par une barrière de tibaumes entrelacés. Je fis ami-ami avec un petit chiot de quelques semaines, noir de pelage, court de poil et rouge brique de museau, qui ne voulut jamais me quitter. Au diamant, mon père occupait un petit pavillon de type local avec une galerie couverte mais ouverte vers le sud. Pour y accéder, il nous fallut traverser la route coloniale, puis emprunter un sentier de terre battue constellé de galets de petite taille qui roulaient désagréablement sous nos semelles. Quelques 20 mètres plus loin, il existait une porte rustique qu'il n'y avait qu'à pousser pour pénétrer sur les terres dépendantes du pavillon, terre couverte des inévitables tibaumes qui isolaient la modeste demeure. De la barrière, une sente rocailleuse à souhait conduisait au sommet de la colline. Cette sente serpentait à travers les encombrants tibaumes jusqu'à une plateforme dénudée dégageant les abords de la véranda. De cette plateforme, on dominait la mer d'une soixantaine de mètres. C'était un merveilleux point de vue sur la rade du diamant avec le rocher à l'ouest et le haut fond de roche d'Ilacaille à l'est. C'est sur cette plateforme que le greffier du tribunal vit le premier le Golgotha. Celui-ci était placé à 3 mètres au sud de la véranda et se composait de 3 animaux crucifiés qui formaient un triangle sensiblement équilatéral ouvert vers la mer. Le sommet du triangle était occupé par un crapaud qui tressaillait encore. Le batracien était couvert de coton noir. On lui avait fait 2 larges manches pour couvrir les pattes avant qui étaient fixées sur les branches latérales de la croix, alors que les pattes arrière étaient fixées ensemble sur le fût de l'instrument de crucifixion. Sous le col de la bête, on avait poussé la précision jusqu'à y fixer une bavette. Une longue épine était enfoncée dans la tête du crapaud. À droite de l'animal martyrisé, un gros andolicaco, comme a pu l'écrire Gilbert Gracian, était également crucifié, mais portait du coton blanc figurant une veste et des pantalons. Une épingle de sûreté lui fermait la gueule. À la gauche du crapaud, un Anolis vernalis, Zandolivet, de taille moyenne, figurait un troisième larron, toujours crucifié. L'animal portait dans sa moitié supérieure une sorte de veste de coton noir, alors que les pattes arrière étaient couvertes de coton blanc figurant des pantalons. Romain Larcher, qui le premier avait découvert ce Golgotha, avait subi un choc. C'est en bégayant qu'il attira l'attention de mon père. Juge, nous sommes
perdu, c'est un quimbois qu'on nous a fait. Ce pauvre Romain était décomposé, au point qu'il ne put résister au besoin de s'isoler dans les petits baumes pendant que mon père observait d'un œil critique le montage maléfique. Moi, j'étais tout simplement ahuri, n'osant pas demander une explication à l'auteur de mes jours dont l'aspect grave et réfléchi n'autorisait pas la moindre distraction. C'est ce pauvre Tibandé, arrivant tout essoufflé avec nos légers bagages, qui rompit le silence et la réflexion en disant à haute voix: quel est l'idiot qui a perdu son temps à crucifier et habiller ses bêtes? Dieu le punira. La réflexion du naïf petit bonhomme dut déclencher la réaction d'autodéfense de monsieur le juge, profondément atteint dans sa dignité magistrale, et les ordres fusèrent. Romain, Romain, où êtes-vous? Où sont mes clés? Toi, Tibandé, pose là mes bagages et fais le tour de la maison, dit-il à haute et intelligible voix en poursuivant à voix chuchotée. Cours au buisson de Thibaume sans te faire voir, et reviens me dire s'il y a des gens qui nous guettent. La machine mise en route, tout alla très vite. Romain sortit des Thibaumes en fixant ses bretelles, il était encore vert mais me parut soulagé. Mon père prit ses clés, entra dans le pavillon d'où il sortit en tenant bien visiblement sous le bras un livre broché à couverture noire portant, frappé sur la face visible, un crâne blanc ivoire tout à fait hideux. Tibandé revint silencieusement de sa mission et chuchota à l'oreille de mon père. Juge, il y a au moins une demi-douzaine de gens cachés dans les buissons de Thibaume. Bon, ça va dans la cuisine et ramène-moi de la sûre et la bouteille de kérosène. Les ordres furent exécutés en un minimum de temps, et mon père, en laissant couler la sûre de bois entre ses doigts, encercla le triangle que formaient les animaux crucifiés, les isola en traçant 3 rayons, puis, son livre bien en évidence, dit à son greffier: Romain, vous me faites honte, vous n'avez pas confiance en votre juge? Mais oui, monsieur le juge. Alors redressez-vous, reprenez-vous, et je vous ferai voir comment moi, Thomas Perronnette, juge de paix de ce canton, je peux renvoyer un quimbois à ses auteurs. Et si dans 3 jours ceux-ci ne viennent pas ici, me demander pardon à genoux, vous m'entendez, Romain, à genoux, eh bien ils seront bons pour l'asile et la mort. Ces paroles, bien scandées, parfaitement audibles à 100 mètres à la ronde, mon père ouvrit son livre et se mit à marcher lentement autour du dessin tracé en prenant un air de méditation profonde. Après 3 tours dans un sens et 3 dans l'autre, il s'arrêta au sommet du triangle inscrit dans le cercle, à la tête du crapaud, plaçant Romain à sa gauche et moi à sa droite. Il demanda alors à Tibandé d'arroser copieusement de pétrole la sûre de bois et les animaux sacrifiés. C'est alors que, brandissant son livre de la main gauche, un mouchoir blanc à la main droite, il dit en levant la tête vers le ciel, les bras tendus en V au-dessus des épaules: Grand maître de l'univers, par saint Jean qui sait punir les méchants, par saint Thomas dont je porte le nom, je renvoie aux maléficieux qui tentent de troubler la conscience du tribunal le quimbois qui se trouve à mes pieds, l'humain Tibandé, dit-il, en jetant ses allumettes au garçon. La flamme s'éleva haute et claire, il ajouta au bénéfice de son servant: Va chercher des brindilles, Tibandé, et nourris le feu. Le garçon se perdit dans la nature proche, non sans avoir craqué une allumette, et mon père, sous les yeux angoissés de Romain et sous mes yeux incrédules, reprit sa marche, 3 tours dans un sens et 3 dans l'autre. Enfin, il s'arrêta au sommet du triangle de l'autodafé, son livre tenu de la main gauche sur son cœur, la main droite tenant son mouchoir. Il fit le geste de chasser la colonne de fumée noire et nauséabonde qui en montait en criant nettement par 3 fois: Machema, Machema, Machema. La colonne de fumée s'inclina vers l'ouest sous l'action de la brise d'est, puis se dilua en direction du morne blanc. À l'exemple de mon père, nous demeurâmes immobiles jusqu'à ce que le brasier allumé s'éteignît, et quand tout fut consumé, monsieur mon père se tourna vers son greffier et lui dit à voix basse: C'est fini, Romain, leur quimbois doit se retourner contre eux. Le quimbois doit se retourner contre son auteur. Nous pouvons arrêter les frais présentement et n'avons plus qu'à attendre 3 jours. Et si ça ne marche pas? Ça m'étonnerait fort. N'auriez-vous plus confiance en votre juge? Si, si, juge, mais ces gens-là sont très forts. Pas aussi forts que moi, Romain, n'en doutez pas. Là-dessus, allons à nos affaires, puis nous irons saluer Turnal et nous faire payer le punch. Un quart d'heure plus tard, rafraîchis, en tenue de vacances, nous nous présentions chez monsieur Turnal, et, pendant que ces messieurs dégustaient leur punch, je me soumettais aux questions de Théodore et de Camille qui avaient été intrigués par la fumée de l'autodafé. Chez madame Sonnel, pendant le déjeuner, ce fut mon père qui fut soumis à l'interrogatoire. Notre vivandière me laissa l'impression de savoir beaucoup plus qu'elle n'en disait sur les tenants et aboutissants de l'opération Quimbois, et je crus comprendre qu'elle s'offrait comme intermédiaire pour consulter Massinte, une séancière de morne blanc qui avait la réputation d'une dormeuse de grand talent. Il faut entendre par là qu'elle répondait valablement aux questions qui lui étaient posées en cours de sommeil provoqué. Mon père avait le plus grand respect pour ma sainte, qui exerçait son don de voyance sans troubler l'ordre public d'une part, et d'autre part sans la moindre ostentation. Elle était surtout de bons conseils.
un des talents que mon juge de paix appréciait car il lui évitait bien des procès oiseux. Je connaissais les sentiments de mon père pour la vieille dame impotente qui était presque aveugle, aussi ai-je été surpris d'entendre mon père dire à madame Sonnel. Ma chère Renée, je te suis très obligé de tes intentions, mais entre nous, cela ne vaut pas la peine d'aller voir ma sainte. Je sais déjà presque tout et je saurai le reste vendredi ou samedi au plus tard. Mais j'insiste sur une discrétion absolue quant à cette affaire. Si mon plan échoue, il te sera loisible de consulter ta pythonisse en mon absence. Maintenant, ne me parle plus de cela avant samedi. Et mes vacances se poursuivirent le mieux du monde avec un minimum de dictée et un maximum de bains de mer et de jeux de plage avec beaucoup de filles et très peu de garçons. Et de ça, je ne souffris pas. Mon père, une fois de plus, avait eu raison, car le vendredi, toute l'affaire fut éclaircie. Il était 6 heures ce matin-là, le paternel et moi étions assis de part et d'autre d'une table rustique de bois pays, bois dit blanc, sous la véranda, et nous dégustions notre café du réveil encore en tenue de nuit, chemise enfoncée dans des mauresques, larges pantalons de cotonnade fleurie. La petite servante de madame Sonnel s'occupait à dresser la table du petit déjeuner et nous admirions le lever du soleil sur la rade martyrisée, mais qui n'en demeurait pas moins extraordinaire sous les reflets gris-vert imposés par les alizés, la barre de la caille et le rocher d'où s'envolaient les oiseaux marins qui avaient élu domicile, des fous noirs qui planaient majestueusement, des mouettes criardes plongeant comme des flèches, des aigrettes prétentieuses et sifflantes, des pailles en queue arrogants. Tout ce petit monde des oiseaux marins manifestait une joie de vivre des plus éloquentes, et j'en étais muet d'admiration. C'était la grâce en totale liberté. Une volée de merles pépiants attira mon attention, et c'est en cherchant ce qui avait pu troubler leur paix que j'aperçus sur la sente qui s'ouvrait sur notre terrasse la forme noire très basse sur pattes qui avançait péniblement vers nous. Étonné, je m'écriai en désignant la forme. Papa, regarde. Qu'est-ce que cela peut bien être? Mon père quitta son siège et avança sur la plateforme jusqu'au reste de l'auto-da-fé du mardi. Je le suivis et nous découvrîmes que cette forme noire était une femme vêtue de noir, portant un madras mi-deuil recouvert d'un large chapeau de paille, d'origine anglaise, mais peint en noir, qui progressait à genoux en s'aidant quelquefois en mains ensanglantées. Nous demeurâmes un instant interloqués, puis le magistrat, revenant à sa dignité en dépit de sa vêture, avança de quelques pas en questionnant de sa voix claire et nette. Qu'est-ce que cela veut dire? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? La malheureuse répondit en levant vers nous un visage baigné de larmes, les mains jointes, comme en prière. Pardon, monsieur le juge, je vous demande pardon. Pourquoi pardon? Pardon pour mon mari Cyprien. Vous lui avez renvoyé quelque chose que bébé Congo lui avait fabriqué pour un procès. Bébé Congo a disparu et mon mari a perdu la parole. Si ton mari a perdu la parole, comment a-t-il pu te demander de venir implorer mon pardon à genoux? C'est mademoiselle Massinte que j'ai été consultée qui me l'a conseillé. Pardon, monsieur le juge, je vous demande pardon pour lui. Regardez-moi. Elle se mit debout, les bras écartés, les paumes ouvertes. Les genoux et les mains étaient en piteux état, écorchés, lacérés par les cailloux de la sente. Ils y avaient laissé des traces sanglantes qui se voyaient nettement sur près de 30 mètres. Mon père, très ému, je le sentais, mieux soucieux de sa dignité, lui dit. Venez, madame, venez, je vais vous penser et vous me direz tout, toute la vérité, rien que la vérité. Herman, aide-la. Joséphine, apportez-moi de l'alcool, de la teinture d'iode, de la ouate et des pansements. Faites vite, s'il vous plaît. Et ce ne fut qu'après qu'elle fut installée, pensée et remontée par une tasse de café bien fort, que l'interrogatoire commença. Madame Cyprien Bellune, née Boudoul, 48 ans, nous a appris d'une voix hachée et étouffée par l'émotion que, je n'ai pas esquivé la corvée de dictée ce jour-là, à la suite d'un différend de bornage dont seul aurait été responsable un précédent propriétaire, le prénommé Cyprien avait compris qu'il avait été trompé et qu'il risquait de perdre gros dans la contestation de bornage, eu égard à ce qu'il avait cru devoir retenir de l'attitude des experts et du tribunal. En conséquence, sur les conseils d'un ami, que sa femme ne connaissait pas, il s'était rendu au quartier L'Afrique pour voir son affaire avec le nommé Bébé Congo. Ce dernier demanda 2 jours de méditation et le troisième jour déclara que la seule chance qu'il y eût de gagner le procès était de prendre l'esprit du tribunal. Le quimboiseur s'était chargé de tout contre la somme de 500 francs, une petite fortune à l'époque, et renseignement pris, l'opération pour réussir devait prendre place le mardi suivant le lundi de Pâques. Rendez-vous fut pris avec Cyprien dans la nuit du lundi au mardi sur le terre-plein du pavillon de monsieur le juge. Madame Cyprien avait tout ignoré des détails de l'action, mais elle avait suivi son mari d'assez loin en se cachant dans les thibaumes qui entouraient la maison. Elle ignorait qui d'autre avait agi comme elle, mais elle avait observé de nombreuses présences dans les halliers sur et autour de la petite butte qui dominait au nord le pavillon. De là, elle avait assisté à l'arrivée de monsieur le juge et tout ce qui s'en était suivi. Affolée par les faits, gestes et paroles de mon père, madame Cyprien se serait sauvée. On lui avait ramené son mari vers midi, muet et aussi indifférent qu'un somnambule. Ce sont ceux qui avaient ramené Cyprien à son domicile qui avaient dit que ce dernier était tombé sans connaissance et que bébé Congo s'était enfui sans lui porter secours.
Devant l'état d'inconscience muette de son mari, madame Cyprien s'empressa de gagner le quartier L'Afrique, et c'est là qu'on lui a appris que le quimboiseur avait fait ses valises, fermé sa maison avant de disparaître sans laisser de traces. C'est dans la nuit précédente, sur les conseils de Massinte, qu'elle avait consulté, qu'elle s'était décidée à demander pardon au tribunal en respectant les ordres de monsieur le juge. La sincérité de madame Bellune ne pouvait être mise en doute, et mon père, après lui avoir fait prendre 2 comprimés d'aspirine, lui avait fait part de son pardon, non sans lui avoir tracé sur le front avec le reste des cendres de l'autodafé un triangle en lui disant: Allez, madame, allez retrouver votre mari, montrez-lui le triangle sur votre front et dites-lui: Cyprien, monsieur le juge te fait dire que tout cela est terminé, que tout cela sera effacé quand toi-même, Cyprien et bébé Congo auraient disparu de son canton. La malheureuse madame Bellune remplit sa mission à la lettre. Cyprien, encore sous l'effet de l'émotion, mais parlant à voix chuchotée, s'enfuit faire une action de grâce à Massinte avant de quitter le canton du Diamant. La dictée ayant pour objet la confession de la libellune ne fut peut-être pas un modèle d'orthographe, mais mon père ne fut pas sévère. Romain Larcher, qui nous avait visités au moment d'un petit déjeuner tardif, se montra le plus heureux des hommes. Juge, vous avez sauvé le tribunal et moi avec, je suis content. Sur ce, il montra une délectation bien visible en sirotant le vermouth copieusement servi par mon père. Nota bene, c'est peut-être une coïncidence, mais, depuis ce vendredi qui fit suite au lundi de Pâques 1925, personne à ma connaissance n'a tenté de prendre l'esprit d'un tribunal présidé par mon père.